Bonjour à tous, nous sommes lundi 12, il est 16h03 heure française où je me trouve et l'objectif aujourd'hui est de revenir un petit peu sur différents types de matériaux que pour certains vous venez de découvrir, à savoir le matériel JF-17, un avion de combat qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, le J-10C qui était peu connu avant, même s'il est produit en des centaines d'exemplaires depuis maintenant pas mal d'années, et vous allez voir les différentes versions ont beaucoup évolué, et la gamme des missiles chinois, les fameux PL-15 entre autres. Comme vous le savez, moi j'ai fait du Rafale, j'ai tiré du Mika à l'entraînement. C'était pas encore l'époque des drones, j'en ai intercepté, mais j'ai pas eu l'autorisation de tir au large de l'Iran. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de mieux comprendre la situation d'un point de vue protagoniste technique. Donc si tout va bien, d'ici quelques minutes, vous maîtriserez à fond ces différents types d'aéronefs et comment ils peuvent être employés. Mais juste avant, très important, nous commencerons également par parler des différentes nations avec lesquelles les Pakistanais s'entraînent. Car les Pakistanais ont une grande tradition militaire. Et c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de campagne médiatique. Rappelez-vous, en 1967. Doing a very bad publicity for your airplanes, especially like I'm sure you better stop doing the. Dans les prochains jours, nous reviendrons sur les déclarations de l'état-major indien. Au moment où je tourne, ils viennent de sortir des BDA, donc des photos, des images, des preuves des différentes frappes qu'ils ont réalisées. On reviendra dessus, il nous faut encore quelques jours pour pouvoir analyser tout ça. Donc là, aujourd'hui, on va clôturer un petit peu la partie RR, la partie missile, avant d'attaquer un cycle pour vous expliquer ce qui s'est passé d'un point de vue air-sol. Néanmoins, je vous rappelle que les Indiens ont reconnu qu'il y avait des pertes au combat. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Et que tous les pilotes étaient rentrés à la maison. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Cela veut donc dire que les avions indiens qui ont été perdus ont soit été perdus pour des raisons d'accident, pour des raisons, on en a parlé la dernière fois, tac and mine. Il y avait donc éjection de la part des pilotes, mais il est très peu probable qu'ils aient été abattus par des gros systèmes solaires où les charges militaires sont extrêmement fortes. Et pour survivre, on le voit bien avec tous les retours d'expérience de ces dernières années, face à un gros système comme l'équivalent d'un S-300, soit vous vous éjectez avant, c'est ce qu'avait fait un équipage de F-18 Super Hornet en mer Rouge quand ils sont fait tirer dessus par leurs collègues avec un SM-2, soit, si vous survivez, c'est que c'était une faible charge militaire, donc un missile RR, ce qui vient mettre une petite pièce supplémentaire sur le narratif que les avions indiens ont été abattus, probablement par du missile RR et du PL-15, si ce n'est du fait d'un accident. Et on va pas se mentir, avoir des accidents un petit peu partout dans le pays, sur la même soirée, c'est peu probable. Allez, je vous présente notre sponsor et on attaque. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains, en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr, vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques, et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits. Et en ce moment, vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de la culture, de cette culture qui vient régir l'utilisation. Les généraux pakistanais ont expliqué que c'est extrêmement important d'avoir la bonne culture, le bon leadership. Ce qu'il faut chez un chasseur, chez un militaire de manière générale, c'est être curieux. Personnellement, j'étais officier de la cellule tactique quand j'étais sur Super Étendard. Et dans les années 2013, j'ai pris l'initiative, grâce à un chef qui était très bienveillant, d'écrire une note de synthèse sur les missiles RR. Et je me suis amusé à rechercher tout ce qu'on trouvait en source ouverte sur tous les missiles RR disponibles sur Terre. C'est comme ça que j'ai découvert notamment la famille des PL, sur lesquels on va revenir, et qui était très peu connue en fait dans les armées occidentales à cette époque-là. À cette époque, donc il y a plus de 10 ans, on s'entraînait encore beaucoup face à de l'armement anciennement soviétique d'ancienne génération, les fameux Fox One. Et ça fait que quelques années que les armées occidentales ont fini par accepter que la plupart des nations sur Terre désormais utilisaient ces fameux missiles Fox 3, tir et oubli,
et s'entraînent quasi quotidiennement à faire face à ce type de menace. J'ai fait sans mentir un bon 2/3 de ma carrière à m'entraîner principalement contre une menace qui était complètement asymétrique, ce qui forcément n'a pas optimisé notre niveau tactique face à ce type de menace. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la priorité était au conflit asymétrique et à se spécialiser pour pouvoir appuyer les troupes spéciales au sol, faire du casse, faire de l'AI, bref, faire ce pourquoi on partait faire la guerre. C'est normal, votre armée s'adapte et met votre budget d'entraînement vers ce qui va lui être vraiment utile dans son déploiement dans quelques mois. À côté de ça, il est intéressant de voir que ces dernières années, les Pakistanais ont été très proactifs dans leurs exercices internationaux. Ils ont travaillé avec l'Arabie Saoudite, ils sont allés en Turquie, ils sont allés en Égypte, regardez en 2023 avec des JF-17, le Qatar en 2024 avec Zilva. Ils organisent chez eux depuis plusieurs années le ACES Meet avec les Turcs, avec l'Arabie Saoudite, c'est depuis 2017. Ils ont même des Britanniques en observateur depuis 2021. Et plus récemment, ils ont lancé Indus Shield. Ça a commencé en 2023, ensuite en 2024. En 2024, ils ont fait leur exercice sur 2 bases en même temps. Ça, c'est du très très haut niveau de réalisme parce que tu ne sais pas du coup qui tu vas retrouver en face. Et là, on a retrouvé 24 pays, l'Arabie Saoudite, les Turcs, l'Égypte, les Pakistanais, il y avait du Mirage 2000, il y avait également, accrochez-vous bien, les Chinois. Et là, ils se sont entraînés sur du contre-terrorisme, de l'humanitaire, mais également des raids complexes, bref, de la tactique. Et je vous rappelle pas que tous les pays du Golfe, gros clients export, que ce soit Rafale, Typhoon, F-15, tout le monde est formé à l'américaine, à l'occidentale, et donc désormais, par ruissellement, la plupart des nations du pays travaillent avec ce qu'on appelait avant les tactiques de l'Ouest, Western Tactics, et les ont développées, les ont améliorées. Parce que le fait d'avoir de l'autre côté de la frontière des personnes contre qui vous risquez de vous engager pour de vrai pendant votre carrière en combat aérien a tendance à vous motiver le matin pour être le meilleur possible en combat aérien longue portée. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment les Pakistanais ont monté de manière très forte leur culture sur le combat aérien, on va regarder un petit peu le matériel. Le JF-17 Thunder, qu'on appelle aussi le Dragon féroce, c'était initialement un avion de 4e génération. On peut dire qu'il est de 4.5 si vous voulez. C'est une joint venture, donc c'est entre les Pakistanais Aérocomplex, PAC, et Chengdung Aircraft Cooperation, donc c'est sino-pakistanais. Ça vient remplacer la 3e génération, qui était du Mirage 3 et du Mirage 5, encore utilisée par l'armée de l'air pakistanaise. JF, c'est pour Joint Fighter. Et l'objectif, c'était de succéder au F-16 utilisé par les Pakistanais. Pakistanais qui se détournent progressivement de l'influence américaine pour aller du côté de leurs voisins, de l'autre côté de la frontière, les Chinois. En Chine, ils ont appelé cet avion initialement le FC-1, le Fighter China numéro 1, et rapidement, ils se sont dit, en fait, il ne nous intéresse pas, on va plutôt se focaliser sur le J-10 et ses futurs grands frères. Néanmoins, Pakistan, Birmanie, Nigeria, l'Azerbaïdjan, on est sur 175 avions fabriqués tout de même, avec un début au début des années 2010. 58% est fabriqué au Pakistan, notamment l'avant du fuselage, l'aile, la dérive, et 42% en Chine où l'assemblage final est réalisé. Différentes versions qui sont arrivées, et le Block 3 est arrivé en 2020 avec une antenne active, qui sont des antennes beaucoup plus efficaces, avec un moteur russe plus efficace, avec un grand head-up display, c'est collimateur tête haute qui est devant. Et il a connu le combat, notamment depuis 2014 avec la frontière afghane, et il a même en 2017 abattu un drone iranien, cet avion. Il y a eu quelques raids médiatisés en 2019, en 2024, notamment contre des talibans pakistanais établis en Afghanistan. Vous voyez la symétrie avec le raid indien, je vous ai dit c'était un truc un peu dans la région. De leur côté, les Nigérians l'ont également utilisé contre des insurgés. Et pour la petite histoire, cet avion il trouve sa genèse en 1986 dans un programme qui devait avoir lieu entre les Chinois, Chengdung et Grumman, les fabricants du F-14, c'était le Super 7 qui a été un petit peu enterré derrière. Pour les amateurs de jeux vidéo, vous pouvez piloter cet avion sur DCS, qui est un simulateur de vol qui est quand même extrêmement bien rendu. Si vous voulez qu'on teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, le J-10C. Le J-10C, c'est le Dragon vigoureux. Le C, c'est sa nouvelle version, il a commencé au A. Et pour certains, il y a une influence israélienne avec l'IAI, l'AVI, le lionceau. Ça date des années 80, ce programme, ça a été arrêté en 87, et l'objectif était de contourner l'embargo qui a été décidé par la France en 1967, où ils ont arrêté, la France, la livraison des Mirage 5, qui a amené les Israéliens à développer leurs propres chasseurs, notamment le Kfir très connu. Au début des années 90, les Israéliens ont pas mal travaillé avec les Chinois, ils leur ont notamment vendu des Python 3, des missiles RR, qui leur ont permis de fabriquer une copie, le PL-8, et quand il y a eu décision de lancer le
J-10, c'est en 1988, eh bien, il semblerait que dès 92, des ingénieurs israéliens soient allés un petit peu en Chine. Et d'après certaines sources, John Gollam, pour ne citer que lui, prototype du Lavi, du lionceau, était même présent en Chine, a été démonté, exploité, utilisé pour donner naissance au J-10. Regardez les formes. Alors cette version n'a jamais été officialisée, donc on ne saura pas si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, on est sur un monomoteur en delta, canard. Forcément, ça vous fait un petit peu penser à des designs chers à Dassault à la base. Et c'est Shendong Aircraft Corporation, encore eux, qui fabriquent ça. Leur premier vol a eu lieu en 98. Je vous rappelle que Rafale, le démonstrateur, c'était 86. Opérationnel à partir du milieu des années 2000. Il y en a plus de 600 qui ont été fabriqués, hein, ça fait beaucoup. On entend pas beaucoup parler, mais il y en a beaucoup. Et les différentes versions se sont améliorées avec notamment des modifications au niveau des réacteurs, modifications au niveau de l'IRST, ils ont rajouté un système infrarouge pour détecter, par exemple, quand un avion, même furtif, met la post-combustion. Ils ont amélioré l'avionique, amélioré les systèmes de défense, de guerre électronique, changé également tout ce qui est marquage pour faire du vol en patrouille de nuit. Et le J-10C, qui est actuellement disponible au Pakistan, eh bien, il est opérationnel depuis 2018. Le Pakistan était le premier client export. C'est face, en fait, à la vente du Rafale en Inde que le Pakistan s'est décidé. C'était décembre 2021, 25 J-10C-E, version export, avec 11 options qui apparemment ont été débloquées. Il est arrivé chez les Pakistanais le 4 mars 2022, donc ça fait pas 4 ans qu'ils disposent du J-10C. Et vous avez d'autres versions, notamment des versions navales. Le J-10C est considéré comme un avion de 4.5 génération, comme le Rafale. Je vous rappelle que pour passer 5e génération, il faut généralement des soutes et un avion furtif. Pour la petite histoire, première femme pilote de chasse chinoise à faire de la démonstration aérienne, la capitaine Yu Xu est décédée le 12 novembre 2016 lors d'une démonstration aérienne. Le J-10C est utilisé par l'équivalent de leur patrouille de France acrobatique, la patrouille chinoise si vous voulez. Ils étaient 2 à bord, elle s'est éjectée et la version officielle c'est qu'en s'éjectant, elle a été percutée par un autre avion de la patrouille. Statistiquement, c'est assez incroyable. D'autres versions disent que son siège n'a pas bien fonctionné. D'autres J-10 ont été perdus, notamment en octobre 2020 à cause d'une collision aviaire. C'est le problème d'avoir du monomoteur. Le Rafale bimoteur vous permet de rentrer, même en cas de collision aviaire, vous perdez un moteur. Le Super Étendard monomoteur, Mirage 2000, J-10C. Si vous avez une grosse collision aviaire, ça va être beaucoup plus compliqué de rentrer à la maison. On est sur un avion qui est un petit peu en dessous des 10 tonnes à vide, qui monte à près de 20 tonnes à la masse maximale. Si vous voulez comparer au Rafale, légèrement plus petit et moins cher. Le réacteur est extrêmement puissant. Avec la post-combustion, on va aller sur du 14 tonnes. C'est un petit peu comme le Mirage 2000 si vous voulez. Et le pétrole en interne, on est sur 3 tonnes 8. Il peut monter à Mach 1,8. On est donc dans quelque chose de complètement classique pour les avions de 4e.5 génération. Les petits points remarquables, c'est qu'il est vendu pour monter jusqu'à 59 000 pieds, là où souvent les avions occidentaux, on va s'arrêter à 50 000 pour des raisons de pressurisation. Dans un premier temps, il a été question que ces entrées d'air ressemblaient beaucoup à celles du Mirage 2000. Je vous rappelle que les Chinois avaient testé le Mirage 2000 sur la base d'Istres dans la fin des années 80. Et s'il y a une grande différence à noter par rapport au Rafale, eh bien c'est qu'à l'heure actuelle dans le catalogue chinois, ce n'est pas ce qu'ils ont de mieux. Ils ont maintenant le J-20, qui est leur gros chasseur furtif, qui dans quelques temps aura capacité à emmener 6 missiles PL-16. On va revenir sur les missiles juste après. Et pour rappel, pour ce qui est de la 5e génération, à l'heure actuelle, vous avez F-22, F-35 aux US, vous avez J-20 chez les Chinois, avec le FC-31 qui arrive également. D'ailleurs, les Pakistanais seraient intéressés. Vous avez le Sukhoi 57 chez les Russes, mais à très petit volume à l'heure actuelle comparé à l'industrie chinoise. Et vous avez d'autres nations qui travaillent sur leur 5e génération. Vous avez les Japonais, vous avez les Coréens, et on vous dit de les suivre régulièrement. D'ailleurs, ils sont très proches des Pakistanais, vous l'aurez compris, ça peut être une grosse surprise. Les Turcs. Là, vous avez des Mika NG. C'est la nouvelle version du Mika. Pour faire très simple, en France, on est rentré dans le club des Fox Tree Shooters, tir et oubli, avec le Mika. Ensuite, on a eu le Mika NG, nouvelle génération. Moi, je ne l'ai pas connu, ça vient d'arriver. Et après, derrière, on a le Meteor, tout ça fabriqué par MBDA, à qui l'on doit de l'excellent matériel. Une manière de comprendre l'arme aérienne, c'est de faire un parallèle avec le fantassin. Le fantassin, qu'est-ce qu'il a? Il a le couteau. Le couteau, c'est les obus. Le canon. On a un canon sur la plupart des avions de combat. Avec ce canon, vous allez vraiment vous rapprocher au contact, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des armes de sniper dans le ciel. Les armes de sniper, c'est PL-15, c'est les nouveaux missiles américains qui ne sont pas encore tout à fait opérationnels comme l'AIM-260, et c'est le Meteor. Donc si vous voulez, apparemment il semblerait qu'un Rafale se soit fait sniper. Pas perdu un combat au corps à corps, il a été snipé alors qu'il voyait peut-être même pas la menace. Ensuite, quand on se rapproche un petit peu, vous avez le pistolet mitrailleur si vous voulez. Donc vous avez l'arme longue. On dit l'arme longue, donc l'arme longue ça va être quoi? Ça va être l'AIM-120, ça va être l'équivalent, c'est le PL-12
chez les Chinois, c'est le R77 AA12 chez les Russes, et c'est le Mika, / maintenant le Mika NG pour les Français et leurs clients export. Ensuite, quand on vient se rapprocher dans ce qu'on appelle l'ARAN visuel, vous êtes à moins d'une vingtaine de kilomètres et là maintenant vous êtes au revolver. Vous n'êtes pas au pistolet, vous êtes au revolver. On n'a pas tant de coups que ça, mais quand ça part, ça fait mal. De quoi est-ce qu'on dispose dans ce cas-là? On dispose d'armement, vous voyez, ils n'ont pas le même nez, avec un capteur infrarouge. On vient détecter la chaleur, la signature infrarouge du réacteur. Et donc là, pour les Chinois, on va être sur du PL8 à PL10 pour venir chercher tout ça, si possible avec des autodirecteurs qui voient très bien sur le côté, ce qui vous permet avec votre viseur de casque de regarder la menace en combat et d'envoyer votre missile dessus. On a un peu une exception, on utilise également le Mika pour du combat rapproché. Avant, on avait par exemple le Magic 2, missile autoguidé d'interception et de combat. Les Américains de leur côté, c'est la génération du Sidewinder, le serpent à sonnette, l'AIM 9X. Donc vous avez ce chiffre, à chaque fois derrière vous avez une petite lettre pour les Américains, plus la lettre est élevée, plus la version est à jour. Le IM9, ça a commencé avec des premières lettres, après on a du L, maintenant on a du X, le X c'est le mieux. Le Mika c'est simple, c'est Mika ou Mika NG, sinon c'est Météor, il n'y a pas eu une mise à jour depuis. Et chez les Chinois, 8 à 10, vous êtes sur du combat rapproché, 12, c'est comme la 12 chez les Russes, c'est de la longue distance, comme le Mika, comme la IM 120, un 12, 120, c'est facile à retenir. Et par contre le 15, là vous êtes dans de la très longue distance, comme le Météor, comme le 260 ou le 176 américain. On en a parlé la dernière fois, mais spécificité des Chinois, c'est qu'il semblerait qu'ils automatisent leur fabrication de missiles, ce qui leur permettrait, en cas de combat, eh bien, d'avoir une capacité à abreuver leurs nombreux avions de missiles. Parce que ça peut aller très vite, si vous partez avec 6 ou 8 missiles RR, que vous en tirez beaucoup, il faut avoir l'industrie qui puisse suivre derrière. À noter que les missiles ont un temps de vie qui n'est pas éternel, ils peuvent être portés qu'un certain nombre de vols, qu'un certain nombre d'heures sur les avions, parce que sinon ils fatiguent. Donc il y a toute une gestion des commandes étatiques de missiles qui doit être réfléchie temps de paix, / temps de crise, / temps de guerre, et on en vient toujours au même problème. C'est bien d'avoir les avions, c'est mieux d'avoir l'industrie pour pouvoir amener le matériel. Et s'il y a bien une chose qu'on a vue ces derniers jours, c'est qu'il faut s'attendre à avoir des pertes au combat. Les Indiens eux-mêmes l'avouent, et que ça va beaucoup plus vite dans le ciel de perdre un avion que de le fabriquer et de former son personnel. S'il y a une leçon d'un point de vue matériel que l'on peut retenir de cet engagement entre les Pakistanais et les Indiens, c'est l'importance du volume. Car oui, dans le cas des événements de mai 2025, ces engagements n'ont tenu que quelques jours, mais si ça devait partir dans des engagements beaucoup plus longs, vous vous rendez compte qu'il faut un gros volume au niveau de votre armée pour pouvoir faire face dans la durée. Personnellement, ce que j'attends de voir, c'est si le Pakistan annonce des commandes d'avions furtifs dans les prochains mois ou les prochaines années, et si la Chine engrange des commandes pour ces J-10 à l'international. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que le Rafale est un avion qui s'exporte extrêmement bien. Mais comme on sait, un avion de combat est un outil d'influence géopolitique. Regardez le nombre d'avions américains en Europe. Et là, il ne faut pas se mentir, dans l'instant, les lobbyistes occidentaux se sont un petit peu pris une reverse Uno card dans la figure, parce qu'après avoir fait beaucoup de battage, beaucoup de bruit contre le matériel russe et contre les pertes d'avions russes en Ukraine, il ne faut pas s'étonner qu'actuellement il y ait une énorme campagne de dénigrement du Rafale qui soit pilotée par l'Asie. Alors moi, si vous voulez mon avis, le Rafale reste un excellent avion et ça reste du devoir du militaire, de l'opérateur, du tacticien, de connaître ses points forts, ses points faibles et de s'assurer de gagner le combat à chaque fois. On terminera juste en prenant un peu de hauteur. Si quand il y a un accident d'Airbus, vous n'entendez pas Boeing, et si quand il y a un accident de Boeing, vous n'entendez pas Airbus, c'est que ces deux géants de la construction de l'aviation civile ont compris que des accidents ou des pertes, cela peut arriver, et que fanfaronner quand ça arrive à l'autre a généralement tendance à se retourner contre vous à une échelle de temps plus ou moins rapide. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que, grand fan du matériel français, je vous ai toujours dit de ne jamais sous-estimer le matériel adverse. C'est le meilleur moyen pour mourir au combat. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, depuis que j'étais en cellule tactique sur Super Étendard, j'ai toujours essayé d'être extrêmement proactif pour comprendre et me renseigner sur le matériel adverse. Parce que vous pouvez être le meilleur pilote de combat du monde, si vous ne savez pas ce que les adversaires ont en face sous les ailes, si vous ne connaissez pas leur performance, alors c'est pas une situation d'avenir. Je vous dis à très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on va revenir sur les claims comme on dit, sur ce que revendiquent les Indiens dans les prochains jours, on finit de travailler dessus. Peut-être à bientôt sur le bassin d'Arcachon pour voler ensemble. Grand merci à tous ceux qui ont commandé Crash, si vous me regardez en anglais, vous pouvez commander Débrief sur Amazon et peut-être à bientôt en webinaire ou en conférence dans votre entreprise. À très vite et fly safe.
फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.